Conseil des ministres, le président de la République, Alassane Ouattara, promulgue le nouvel accord de partenariat avec la France, décision en prélude à l'arrivée de son homologue français en Côte d'Ivoire. Justement, Côte d'Ivoire-France, une relation séculaire. La France y compte environ 800 entreprises et une forte communauté. Mais comment est née cette coopération? La réponse en début de journal. Enfin, Israël reprend ses raids aériens sur la bande de Gaza après l'échec du cessez-le-feu. 6 Palestiniens tués aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, promulgue la loi relative au partenariat de défense avec la France. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Décision en prélude à l'arrivée du président français François Hollande en Côte d'Ivoire demain, jeudi 17 juillet. Cet accord, faut-il le rappeler, met à égalité les deux pays dans la répartition des rôles et dans les missions affectées à l'un ou à l'autre. Le président français François Hollande sera donc en Côte d'Ivoire à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara les 17 et 18 juillet prochains. Il sera accompagné de plusieurs officiels et hommes d'affaires français. Ce séjour sera marqué notamment par la tenue d'un forum économique franco-ivoirien, des visites de chantier et des audiences que le président français va accorder à des membres de la société civile et à des personnalités politiques ivoiriennes. Autre fait marquant, le président français François Hollande sera fait citoyen d'honneur par le gouverneur du district d'Abidjan. En conséquence, le protocole d'État invite les présidents d'institutions, ministres, autorités administratives, politiques et coutumières ainsi que les populations d'Abidjan à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte pendant son séjour. La fin de la mise en place pour l'accueil à l'aéroport international Houphouët-Boigny demain jeudi 17 juillet est fixée à 5h30. C'est donc une visite pour renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et la France, relations qui d'ailleurs sont excellentes depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale le 7 août 1960. On en parle avec Laure Magnassé et Gabriel Zani. En 1893, la Côte d'Ivoire devient officiellement une colonie française. À cette époque, les deux pays entretiennent des relations de subordination. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance. Le premier président, Félix Houphouët-Boigny, garde toutefois d'étroites relations avec la France. Les relations de la Côte d'Ivoire et la France sont anciennes. Et disons, le point de départ officiel, c'est quand la Côte d'Ivoire a été érigée en colonie, le 10 mars 1893. De cette date jusqu'à l'indépendance, c'est l'État colonial. La Côte d'Ivoire est sous domination coloniale. Et c'est à partir de 1960, après que le mouvement d'émancipation a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance. À partir de ce moment-là, on a maintenant non plus des relations d'une métropole avec un État colonisé, mais plutôt des relations d'État souverain. À la mort du président Félix Houphouët-Boigny en 1993, Henri Konan Bédié, son successeur, continue de coopérer avec la France. Mais en 2002, les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont affectées par une crise politico-militaire qui divise le territoire ivoirien en deux. Ce refroidissement des relations dure jusqu'en avril 2011. L'avènement du président Gbagbo y est pour quelque chose. Le président Gbagbo n'était pas très introduit dans la façon dont les relations entre la Côte d'Ivoire et la France étaient organisées. Depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, les relations entre les deux pays se sont améliorées. La Côte d'Ivoire reçoit la visite prochaine du président français François Hollande, une visite qui contribuera à réchauffer davantage la coopération franco-ivoirienne. Un plan de lutte contre le VIH-Sida pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les experts de la CEDEAO ont fait le bilan de la lutte et adopté des résolutions pour freiner l'évolution de la maladie dans la sous-région. C'était lors de la 5e réunion du comité multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida à Abidjan. On fait le point avec Patricia Omouetia. L'espoir reste permis. En effet,
Pour la première fois, les données de l'ONU-SIDA permettent de constater une stabilisation globale de l'épidémie du sida. En Côte d'Ivoire, l'enquête démographique et de santé de 2011 indique que le taux de prévalence est passé de 4,7 en 2005 à 3,7 en 2012, une tendance observée dans l'ensemble des autres pays de la sous-région. Nous incitons les gouvernements à octroyer plus de ressources aux secteurs sociaux, plus particulièrement à la santé. Donc, comme la déclaration d'Abuja, il faut que les gouvernements octroient au moins 15% de leur budget à la santé. En 2010, seulement 36% des patients ayant besoin d'un traitement antirétroviral y ont eu accès. Depuis le 30 janvier 2014, le stock est effectif à la nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire. Le stock de sécurité au niveau des ARV pour toute la CEDEAO est logé actuellement à la nouvelle pharmacie de la santé publique. Vous savez que la nouvelle pharmacie de la santé publique est en plein travaux pour pouvoir justement permettre un meilleur stockage, n'est-ce pas, de tous nos médicaments et permettre ainsi un meilleur dispatching sur tout le territoire et dans nos différents districts. La Côte d'Ivoire prend ainsi le pari de garantir l'accès des antirétroviraux à tous ceux qui en ont besoin et permettre à notre pays d'accélérer la réalisation de notre rêve commun, celui de vivre dans une ère communautaire sans VIH-Sida. Seulement 4 femmes nommées au sein de la nouvelle commission électorale indépendante. Les organisations féminines dénoncent cette faible représentativité des femmes. Elles espèrent que sur les 2 places qui restent à pourvoir au sein de la CEI, au moins une reviendra à une femme. Les explications de Fatou Fofana. 17, c'est le nombre de membres que va désormais compter la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. 15 sont déjà connus et seulement 4 sont des femmes, soit 26%, ce qui ne semble pas faire l'unanimité au sein des populations. Si les femmes sont en grand nombre à la CEI, je pense qu'il y aurait moins de contestation, parce que les femmes sont plus crédibles que les hommes. Une institution comme la CEI qui est chargée d'organiser les élections, qui est chargée de l'avenir du pays, je trouve que ce n'est pas normal qu'il y ait seulement 4 femmes pour le moment. J'aurais souhaité que ce soit le contraire, qu'il y ait 11 femmes et 4 hommes. S'il y a une parité entre femmes et hommes, ça serait plus équilibré, ça serait très bon. On s'est inscrit au MCC, Millennium Challenge Corporation, pour promouvoir le genre, la parité en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce qu'au niveau de la CEI, on ne peut choisir que 4 femmes sur les 15 personnes? Les organisations féminines montent au créneau pour dénoncer cette sous-représentativité des femmes au sein de la CEI et rappeler le droit des femmes à faire partie des instances de décision. Choisir une femme n'est pas une faveur, mais plutôt un droit que la Constitution ivoirienne et les instruments juridiques internationaux, régionaux, auxquels la Côte d'Ivoire est partie, leur garantissent. Pour ces organisations, il est encore temps de faire plus de place aux femmes au sein de cette CEI. Nous croyons encore que sur les 2 places qui restent à pourvoir, au moins une reviendra à une femme. Que le nouveau bureau de la CEI qui va être mis en place comportera 3 femmes et 3 hommes, avec une femme à la présidence. La Constitution ivoirienne de juillet 2000 garantit l'égal accès de tous les citoyens, hommes-femmes, à tous les emplois sans discrimination de sexe. 4 morts et 38 blessés dans l'explosion hier d'un dépôt d'explosifs à Ouagadougou. Les autorités burkinabées rejettent l'hypothèse d'un attentat. Un cordon de sécurité a été déployé autour de la zone située dans un quartier populaire de la capitale. Des affrontements sanglants au Cameroun. Selon des témoins, le modérateur du consistoire Sanaga serait descendu dans une église contre le gré des fidèles pour installer un nouveau pasteur. C'est une histoire de terre et de guerre entre 2 villages. Depuis 20 ans, les gens de Ndouroum et de Massakal se disputent une parcelle de terrain fertile au nord du Cameroun. Un compromis fragile les obligeait à en partager la culture, mais la semaine dernière, la machette du chef de Massakal a abattu un paysan de Ndouroum. Une mort vengée aussitôt par une expédition punitive sans merci contre les gens de Massakal. Ils ont brûlé le drapeau
Ils ont tué quelqu'un, ils ont brûlé quelqu'un, les cheveux, le mil, le mouton, le motopompes, la moto, tout ce qu'ils ont fait, tout ce que les populations du Massakal qu'ils ont cultivé, ils ont tout gâté et brûlé. La maison du chef de Massakal a été réduite en cendres. Sous ce pagne, le corps de sa fille de 18 ans, la princesse Maïramou, morte brûlée vive. J'étais sortie, j'ai entendu des cris, j'ai couru. Ma maison était en feu. J'ai pu sauver 2 de mes enfants, mais ma fille handicapée n'a pas pu échapper aux flammes. Le préfet est venu en personne inspecter les lieux du drame. Les réserves de mil ont été détruites et 23 cases incendiées dans ce règlement de compte. Les chefs des 2 cantons sont en garde à vue. En attendant les conclusions de l'enquête, les autorités appellent au calme et à la raison. Rien ne peut justifier qu'il y ait un problème entre peut-être 2 familles, entre 2 villages ou 2 chefs, et qu'au lieu que ces personnes se rapprochent de l'administration, ces personnes se mettent plutôt à se battre. Il n'est pas admissible et rien ne devrait justifier cela. Un sermon plus ou moins entendu par les villageois qui demandent avant tout de l'aide pour les familles sans abri. Seule la mairie a donné jusque-là quelques sacs de poissons séchés et de mil, juste de quoi tenir quelques jours. Et l'actualité chez le voisin centrafricain, c'est un rapport alarmant publié par Médecins sans frontières sur la crise. Près de 2600 membres des familles centrafricaines réfugiées au sud du Tchad sont morts entre novembre 2013 et avril 2014 lors de la campagne de persécution contre les minorités musulmanes. La Centrafrique se vide au compte-gouttes. Les populations fuient toujours les violences des différents groupes armés anti-Balaka et ex-Seleka. À la frontière camerounaise, c'est au rythme de 100 par jour qu'ils arrivent épuisés. La moitié des enfants de 0 à 5 ans sont malnutris, ainsi que 15% des plus âgés. Voir des enfants de cet âge malnutris montre à quel point la fuite a été difficile. Ce sont des gens qui ont fui en brousse, seuls, souvent pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et arrivent dans un état très critique. L'exode massif des musulmans de Centrafrique est un véritable cauchemar. MSF a réalisé une enquête de mortalité dans le camp de réfugiés de Sido, au Tchad, auprès de 3400 familles. Harcelés dans les quartiers, les candidats au départ entassés dans des camions ont subi de multiples agressions sur la route. Le moindre véhicule isolé est une proie, comme le prouve ce témoignage recueilli auprès d'un rescapé d'une attaque à Sibut. Tous les hommes de ce convoi, 20 personnes, ont été exécutés. Il y avait une centaine de femmes et une centaine d'enfants. Plusieurs femmes ont été violées. J'ai moi-même reçu une jeune femme qui venait se faire soigner suite à son viol et qui m'a raconté à quel point c'était d'une violence inouïe. Quand ils sont repartis, les affaires ont été brûlées. Les enfants, parfois accompagnés des hommes, se sont retrouvés tous seuls et tributaires de voitures qui passaient pour réussir à fuir. Et ce n'est pas un cas isolé. Au total, pour cette population rassemblée à Sido, MSF a dénombré entre novembre 2013 et avril 2014 2600 décès, soit 10% du total de ce groupe de réfugiés. 33% des familles ont perdu un des leurs, 28% au moins 2. Quelques 20 000 musulmans sont toujours bloqués dans des enclaves à Bangui, Karno, Boda, Berberati. Des refuges incertains. Mais l'exode est rendu encore plus difficile depuis que le Tchad a fermé sa frontière avec la Centrafrique, piégeant ainsi de nombreux civils. En Afrique du Sud, la grève des métallurgistes qui dure depuis le 1er juillet dernier et paralyse en partie le secteur de l'automobile affecte désormais le bâtiment. Les partenaires sociaux devraient se réunir demain, jeudi 17 juillet, pour engager les négociations. Anne-Sophie Leclerc, condamnée à 9 mois de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et 50 000 € d'amende. L'ex-candidate du Front National aux élections municipales a publié sur les réseaux sociaux en octobre dernier un photomontage de la garde des Sceaux, Christine Taubira, à côté d'un petit singe. Les associations antiracistes de France saluent cette sanction. En images, l'Israël, l'État hébreu intensifie ses raids dans la bande de Gaza. 6 Palestiniens, dont 2 enfants, ont été tués aujourd'hui dans des frappes. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très bonne soirée sur RTI2.